ordinateur et en direct sur Facebook. Alors, je me connecte sur Facebook. Okay. Super. OK. En train de paramétrer la réunion pour Facebook Live. Hop, super. Eh bien, on est en live sur Facebook. Génial. Bonjour à tous et à toutes, et ceux qui nous rejoignent sur Facebook, et bienvenue dans cette 27e édition du Book Club de Femmes et Diversité. Femmes et Diversité est une association qui œuvre pour mettre en lumière la diversité des femmes et les femmes de la diversité à travers l'image et les récits inspirants. Et nous le faisons à travers plusieurs axes. Un film documentaire, donc un long métrage, qui s'appelle Franco-Maghrébine, portrait d'une nation française, qui est encore en cours. Une série d'interviews de femmes inspirantes que j'ai appelées Paroles de femmes. Des formations à l'empowerment, au pouvoir d'agir féminin. Et enfin, ce book club, une parenthèse littéraire mensuelle pour se retrouver et se ressourcer. Chaque mois donc, depuis le premier confinement, nous invitons une écrivaine qui nous inspire et avec qui nous allons échanger autour d'une thématique en lien avec la condition des femmes. Chère Fatma, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 5e ouvrage et ce 2e roman. Nous avions eu le plaisir de vous recevoir. 6e ouvrage. 6e ouvrage, pardon. 6e ouvrage et 2e roman. Nous avions eu le bonheur de vous recevoir pour L'île aux mers en octobre 2021, votre premier roman. Alors, L'odeur d'un homme nous livre l'histoire d'Inès, une bourgeoise tunisienne expatriée à Genève. Elle vit le bouleversement historique de son pays natal avec une distance affective assez déconcertante. On a la sensation effectivement qu'elle observe sa vie sécurisée et épurée et qu'elle étouffe dans ce confort aseptisé. Ici, les codes vous verrouillent, vous écrivez en page 65. Tout porte à croire que cette bourgeoise vit un bonheur insipide et inodore. Et c'est le retour à son pays natal, berceau du printemps arabe, ou devrais-je dire de la révolution du jasmin, qui réveillera en elle le lien affectif et olfactif de ses racines tunisiennes. Alors, dans un premier temps, comme à l'accoutumée, pourriez-vous nous dire dans quel contexte est née l'écriture de ce roman, L'odeur d'un homme? Dans quel contexte c'est la première fois qu'on me pose cette question. C'est pas du tout dans le contexte de la Révolution, parce que c'est plusieurs années après. C'était enfin, ça avait certains objectifs, c'est-à-dire que je voulais écrire le Maghreb autrement. Je voulais parler de ce qu'on n'a pas l'habitude de lire au sujet de l'autre rive de la Méditerranée, sortir des clichés orientalistes, misérabilistes, et parler de ce pays. Également, j'avais envie de dire sa richesse historique et contemporaine. Et j'avais aussi envie de parler du désir d'une femme. Et sinon, sur le plan de l'exercice littéraire, L'île aux mers est un livre très visuel sur lequel j'ai beaucoup travaillé les techniques littéraires du rendu des couleurs et de la fusion des personnages avec le paysage et surtout les couleurs. Et comme le sens olfactif est un sens qui est très développé chez moi, en tout cas je le sens, j'avais envie de me prêter à cet exercice que j'ai trouvé plus difficile que celui du rendu des couleurs. Mais ce n'est pas le déclenchement de la révolution tunisienne. C'est peut-être ça,
mais c'est aussi, voilà, c'est un peu digéré et puis, heu, souvent je m'emporte contre, l'oubli de la mention de la Tunisie lorsqu'il s'agit, du déclenchement de ce qu'on appelle, les printemps arabes. On commence par l'Égypte alors qu'en fait, tout a commencé en Tunisie donc oui, il y a peut-être ça, mais il n'y a pas eu un événement particulier et sinon, évidemment, j'ai profité, hélas, du confinement pour pouvoir l'écrire. Mmh. Eh ben, effectivement, c'est vrai qu'on ressent dans ce roman que, comme une Madeleine de Proust, le retour d'Inès en Tunisie réveille en elle une sorte d'amnésie culturelle. Alors, je ne sais pas si les termes sont trop forts, mais vous me direz. Est-ce que vous pensez que le personnage d'Inès a fondamentalement du mal avec son identité de femme tunisienne, ou en tout cas avec le regard qu'elle porte sur cette identité complexe et plurielle? Mmh. Alors, oui, je voulais aussi un des messages du livre, c'est celui de la détestation de soi, comme on le voit, si souvent, dans nos pays, maghrébins ou ce sont ceux que je connais le mieux et je connais le mieux la Tunisie, mais on ne s'aime pas, on se sous-estime, on ne valorise pas son physique, on cherche toujours à ressembler à au nord, à ce qui a trait au nord physiquement, la chevelure aussi est quelque chose d'important dans le livre. Donc oui, elle n'aimait pas du tout, ce qu'elle était et elle s'est, transformée. Elle a pensé qu'elle s'était émancipée en Europe et j'avais envie aussi qu'elle s'émancipe d'une autre façon, mais que ce soit en Tunisie. Mmh. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, Mmh. classiquement. Mmh. N'hésitez pas à participer, hein, si vous souhaitez poser des questions, vous levez la main, hein, comme d'habitude et vous posez la question. Mais en attendant, moi, je poursuis tant qu'il n'y a pas de main levée. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi autre chose que j'ai noté dans votre ouvrage, c'est le mépris de classe. Alors, le teint pâle d'Inès, ses cheveux lissés, etc., c'est comme si elle ne voulait pas ressembler à la Tunisienne moyenne. Et d'ailleurs, elle veut effacer, on a l'impression qu'elle veut effacer chez elle cette tunisianité. Euh, et vous dites en page 45, elle a un accent provincial qui irrite Inès. Autant parler arabe quand on maîtrise si peu le français. On revient effectivement à cette détestation, enfin indirecte, cette détestation de soi, mais surtout ce mépris de classe que cette bourgeoise a vis-à-vis du Tunisien de bas échelle. Tout à fait. Alors c'est aussi, un sujet, du livre, c'est-à-dire que la révolution nous a permis à nous, gens de la capitale, dits de l'élite, et cetera, de découvrir, ce que la Tunisie regorgeait de trésors, y compris, en dehors des régions, favorisées. Parce qu'il y a comme ça des fiefs intellectuels, des fiefs, de pensée, de poésie, de musique et cetera, au centre, du pays, le centre qui a toujours été défavorisé depuis l'indépendance et donc ce sont des personnes qu'on ne voyait pas puisque, on mettait plus en avant, l'élite qui était plutôt sur les côtes et là, j'ai choisi précisément cet endroit qui est dans le nord-ouest, qui est une des régions, la plus, délaissée, de Tunisie mais dans laquelle, comme d'autres, régions, mais ça m'intéressait en fait de parler de Béja, donc Inès est originaire de Béja et à Béja, il y a des Béja, Testour, toute, cette région, il y a évidemment des intellectuels, des penseurs, des poètes, des musiciens de Testour qui est précisément donc le berceau, du chant maghrébo-andalou. Et ces personnes-là sont devenues plus visibles
invisibles après la Révolution. Ils ont contribué à faire la Révolution. Et personnellement, j'ai vécu un peu cette révolution aussi dans ma tête, puisque moi, je sortais d'un lycée français de la capitale, donc d'un milieu très privilégié, et j'avais des fréquentations plutôt qui étaient voilà, plutôt de la bourgeoisie. Et lorsque j'arrive à la faculté de médecine de Tunis, eh bien, je vois que la méritocratie du système de l'enseignement public tunisien de l'époque permettait à des personnes qui venaient de ce qu'on appelle l'intérieur du pays de faire des études médicales. Et donc d'un lycée français, je me retrouvais face à des personnes qui étaient capables d'avoir un discours politique, idéologique en arabe, ce que moi je n'avais jamais vu dans mon adolescence. Et donc Youssef, j'ai vu plein de Youssef, j'ai vu plein de Mariam, j'ai vu et là on les voit de plus en plus, et c'est tant mieux. Justement, je trouve moi que le personnage de Youssef, c'est un personnage vraiment intéressant dans votre roman. Pour moi, Youssef incarne un peu la patrie et le combat pour préserver l'histoire et le patrimoine de ce pays. Le regard de Youssef lit et relie, en quelque sorte, il va relier l'identité, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, l'identité d'Inès, il va lire son essence. Il la connaît probablement mieux que personne, en fait. Et quelque part, il réussit à la relier, à la reconnecter à cette terre, à ses racines familiales. Youssef, c'est aussi Joseph. Dans l'inconscient collectif, Joseph, c'est la beauté primordiale, quoi. C'est l'authenticité de l'homme qu'elle ne parvient pas à trouver chez son propre mari, l'homme authentique, l'homme dans toute sa virilité, quoi, avec son odeur. Et on dirait que le regard de Youssef, finalement, va injecter en elle un souffle vital, parce que Youssef la regarde vraiment. Vous dites, les yeux de Youssef font sur elle l'effet d'un forage intérieur qui atteint les fondations de son être. J'ai trouvé cette phrase absolument magnifique. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce personnage? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il lui dit à un moment, je te connais mieux que personne. Euh, elle est un peu chez elle quand elle est avec lui. C'est son vrai chez moi, c'est sa vraie maison. Et au sujet de maison, c'est que elle a, enfin, nous sommes tous constitués de différentes couches de nos vies, de nos expériences, de notre éducation. Et j'ai pour habitude de dire que notre pays d'origine, en réalité, c'est notre enfance tous. Et lui, il l'a connue depuis toute petite et il sait vraiment ce qu'elle est. Donc, lorsqu'il la regarde, elle est nue, en fait. Il voit véritablement ce qu'elle est, c'est-à-dire ses contradictions. Et ça, c'est un sujet aussi qui m'intéresse toujours lorsque j'écris. Je n'aime pas les pensées ou les situations manichéennes, parce que nous ne le sommes pas, et mon métier me montre à quel point on est paradoxaux, on est tourmenté, et donc je voulais aussi mettre en avant cette complexité de la personne qui est perçue par Youssef, qu'il comprend et qu'elle essaye de cacher au départ, parce qu'elle est vraiment très, 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 très mal avec ce reflet. Mais Youssef, c'est effectivement celui, sans rien dévoiler, parce que c'est presque évident, c'est lui qui lui permet de se retrouver, mais Youssef, c'est la Tunisie, en fait. La Tunisie est un homme sensuel, ou on peut dire aussi que c'est une femme, parce qu'il y a aussi un personnage qui incarne la Tunisie, mais je n'ai pas envie de le dire ici. Mais c'était aussi pour moi l'occasion de mettre en scène le désir d'une femme maghrébine. On a très très peu l'occasion de lire que nous aussi on peut avoir du désir pour un homme et qu'on peut le décrire.
Absolument. C'est marrant parce qu'en finalement, le mari d'Inès est à l'image de ce qu'elle est, mais elle ne se voit pas nécessairement comme ça. On a l'impression qu'elle est un peu observatrice de sa vie. Et c'est en rencontrant, en re-rencontrant Youssef, qu'elle va à la rencontre de qui elle est. Donc, c'est ses Exactement, voilà, racines. c'est un voyage intérieur et c'est un voyage, moi je pense que les voyages intérieurs réussis, ce sont ceux qui vous permettent d'accéder à la liberté. Petit à petit, elle se découvre et elle est véritablement libre en fait. Elle est davantage libre que ce qu'elle pensait l'être en Europe. Mm. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Bienvenue Sophia et Aïcha. Je poursuis, si ça ne vous dérange pas. Alors, j'ai mes petites notes. Hein. C'est vrai que l'autre personnage emblématique de cet ouvrage, c'est la Vénus du site archéologique de Boularegia. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçue. Il y a la puissance du féminin et la coupe matricielle qui abrite l'identité complexe de la Tunisie. Elle est incarnée par cette Vénus-là. Elle vient ponctuer finalement ce récit comme des contractions qui vont permettre à Inès d'enfanter en fait de sa véritable identité, qui va faire éclore ce qui habite finalement Inès, c'est-à-dire le retour à la grandeur de l'histoire tunisienne. Et vous écrivez une phrase que je trouve magnifique: Inès écoute ses explications, elles lui arrivent par flot et réveillent brutalement beaucoup de souvenirs qui lui procurent des élans émotionnels de plus en plus puissants. La Vénus, dans sa volupté féminine, elle vient contrebalancer quelque part le personnage de Youssef, qui est l'incarnation de la virilité. Est-ce qu'on peut revenir sur cette figure emblématique, cette figure mythique de la Vénus du site archéologique de Boularegia? Alors, ceux qui ne connaissent pas la Tunisie et qui, j'espère, auront envie de la visiter, à ceux-là, je recommande véritablement et chaleureusement de visiter nos sites archéologiques. Mais il y a une particularité avec Boulareg. Donc, j'ai appris par une des chercheuses, des premières archéologues tunisiennes qu'il fallait dire Boulareg, qui est donc née la terre, voilà, il a cette particularité de Boulareg réside dans la succession donc des civilisations, des Numides jusqu'aux Romains, Byzantins et donc les Arabes et aujourd'hui les Tunisiens. Et donc, c'est une superposition de civilisations qui est absolument éblouissante, qui vous surprend dès l'arrivée. Vous avez des restes de basilique d'un côté, comment on appelle, un baptistère de l'autre. Ensuite, vous avez la structure architecturale des villes romaines. Mais donc les Numides ont cette spécificité architecturale d'avoir trouvé l'astuce de construire des sous-sols pour se protéger de la chaleur. Et dans ces sous-sols qui ont été construits par les Numides, ce sont donc les Romains s'y sont installés et ont tapissé tous les sous-sols de mosaïques somptueuses. Et une des plus connues s'appelle la maison de l'Amphitrite, qui en fait est donc l'illustration de la première Vénus marine, qui est donc cette Vénus de Boulareg. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette illustration? D'abord parce qu'elle est absolument somptueuse, qu'elle est extrêmement sensuelle. Je ne sais pas si vous voyez sur la couverture, le ventre, la forme du ventre, les seins qui se tiennent bien. Donc la Vénus ou l'Aphrodite sont des symboles de l'amour, du désir. Mais
sur l'exercice olfactif, il aurait été facile pour moi de choisir le jasmin ou la fleur d'oranger pour la Tunisie. Or, autour de la Vénus que j'avais envie de traiter, depuis Aphrodite jusqu'à Vénus, elle porte des couronnes de myrte. Donc la couronne que vous voyez là, et vous verrez que maintenant vous ferez peut-être plus attention, mais toutes les Vénus et les Aphrodites portent des couleurs de myrte, et la fleur de myrte est une fleur méditerranéenne qui est la fleur du rajeunissement et du désir. Et par ailleurs, cette fleur est utilisée dans les campagnes ou même pour ceux qui s'intéressent à l'herboristerie, les naturopathes, etc., l'utilisent beaucoup pour tous les problèmes respiratoires. Et donc, ça libère les bronches et donc ça libère et donc ça permet de respirer. Pour en revenir au roman, lorsque les enfants étaient petits, que Youssef, Inès et le frère d'Inès vivaient ensemble à Béja, leurs parents, qui sont des intellos, leur faisaient visiter les sites archéologiques et en particulier donc Boulalek, qui est pas loin de Béja, et il s'est passé quelque chose autour de cette Vénus où on a senti depuis qu'ils étaient enfants qu'à l'occasion d'une de ces visites, il s'est passé quelque chose entre les deux enfants à l'époque autour de la Vénus. Mmh. C'est resté ancré en fait dans cette mémoire qui se réveille en fait au contact de Voilà. Youssef. Ouais. Et Voilà. lorsqu'ils vont visiter Boulareg adulte, la guide qui existe vraiment, hein, c'est une guide qui est absolument formidable, c'est vraiment très, elle a une érudition extraordinaire. Lorsqu'elle parle, elle explique ce qu'est cette Vénus marine et le sens de la couronne, le sens de la fleur de myrte. C'est là en fait que Inès chavire parce qu'elle a compris pourquoi cette odeur l'a bouleversée et cette odeur que porte Youssef l'a bouleversée. Arwa, je te donne la parole. Oui, alors je voulais juste ajouter à ce que disait Fatma, que je trouve très intéressant, c'est que le myrte désigne aussi dans le dictionnaire français, au sens figuré, l'amour, carrément. Donc si on ouvre le dictionnaire, par exemple, je viens de chercher sur le Wiktionnaire, qui est le dictionnaire de Wikipédia, eh bien je trouve, je peux vous lire... J'ai perdu la page. Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. J'avais aussi, je m'étais aussi Tu as renseignée. trouvé ça aussi, oui. Mais Voilà. pour aller plus loin, ça peut aussi illustrer la mort. C'est aussi un symbole de mort. Ah oui? Bon, l'amour et la mort se côtoient souvent, en fait, dans la mythologie et dans la pensée humaine. Bien sûr. Oui, c'est l'amour, c'est l'âme en dehors et la mort, c'est aussi l'âme qui sort du corps. Alors, j'aimerais juste... alors, Francesco pose une question. Youssef représente la Tunisie. Quel est le futur de la Tunisie? C'est marrant que vous posiez la question parce que je ne pourrais pas répondre sur le futur de Youssef parce qu'il faut lire le bouquin pour ça. Le futur de la Tunisie, bah là, nous ne sommes pas dans une situation très enviable, hein, comme peut-être vous le savez si vous suivez les informations. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un pays en très, très grand mouvement. Et depuis que Inès est partie de Genève, elle ne sent que du mouvement et du chamboulement dans cette Tunisie. Elle arrive d'un pays lisse, elle arrive dans un pays au grand tohu-bohu comme ça. Et c'est encore ça, en fait, la Tunisie. On est encore en grand chamboulement, mais vous savez, alors quel est l'avenir? Moi, je ne suis pas Madame Soleil et je ne suis pas politicienne.
Il n'empêche que je pense que la révolution tunisienne a changé énormément de codes et qu'il n'y a plus de possibilité de retourner en arrière aujourd'hui. Récemment, j'ai visité, enfin bon, j'ai un petit peu révisé mes cours sur la Révolution française et je pense enfin, il y a une sorte de parallèle que j'ai trouvé très étonnant, c'est-à-dire avec des formes d'aller-retour entre une totale liberté, une reprise en main par les élites. Voilà, donc pour moi, l'avenir de la Tunisie ne peut être que positif, mais après un long moment. En tout cas, nous sommes en train, la question de la liberté d'expression est acquise. Lorsqu'il y a un dérapage, ça ne passe plus parce qu'on le sait. L'apprentissage de la démocratie aussi, et je trouve qu'il se fait assez vite, puisque moi, ça fait maintenant 29 ans que je vis dans un pays démocratique, je crois, en tout cas autant qu'il le peut. Moi, j'ai confiance, c'est un peuple qui est tellement créatif. C'est aussi ce que je décris dans le livre, hein, le bouillonnement de ce pays est assez particulier. Chaque fois, je suis toujours, pourtant j'y vais tout le temps, hein, et je fais des nouvelles rencontres, et chaque fois, je suis toujours étonnée de la vitesse à laquelle ça va par rapport à la vitesse à laquelle ça va en Europe. Hmm. C'est ce que vous vouliez entendre ou? Oui, il a répondu, merci. Merci. Alors, c'est sûr que ce retour aux sources à sa terre tunisienne transmute quelque chose chez Inès. Elle dit, je ne peux pas me défausser à cette Tunisie qui me hante désormais. Est-ce que le retour aux sources, selon vous, est toujours salvateur? Est-ce que c'est important d'aller au retour, d'aller visiter ses racines, en quelque sorte? C'est ça ma Ah, question. dit comme ça, c'est bien, je préfère. Oui, je pense, mais s'enraciner à nouveau, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Moi, j'ai toujours pensé que s'enraciner, c'était une façon, une sorte d'immobilisme, et enfin, voilà, que je ne suis pas pour cet immobilisme, mais savoir d'où on vient, c'est très important, et surtout le porter, ne pas le cacher. C'est ce à quoi aujourd'hui, enfin voilà, dans mon métier aujourd'hui, je me consacre beaucoup à la question de la honte de ce qu'on est, à la question identitaire. Enfin, vous le savez, Leïla, voilà, je travaille sur les conséquences psychiques des discriminations. Mais souvent, c'est dû au fait de ne pas avoir conscience de ce que l'on a, de ce qu'on transporte comme imaginaire collectif, culturel, etc. Donc oui, il faut, c'est salvateur de savoir d'où on vient et ce qu'on transporte comme richesse, parce que toutes les cultures sont riches. En revanche, retourner définitivement, je sais pas, c'est très individu dépendant, mais voilà, moi je pense que la liberté est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Donc si la personne se sent mieux à son retour aux sources, oui. Si elle a besoin d'aller à droite, à gauche dans le monde, c'est bien aussi. Mm. Ce retour aux sources ne veut pas nécessairement dire, à mon sens, un retour aux sources qui est figé, parce que Oui, oui, c'est pour ça que je préférais voilà, votre formulation, la ouais, deuxième formulation. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais c'est ce que je vous dis. Je pense que c'est très, 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 très important de savoir d'où on vient et de savoir que d'où qu'on vienne, nous transportons des richesses, bien des sûr. pensées, de la culture, une façon d'être qui n'a rien à envier aux autres, en fait. Oui, absolument. Et c'est quelque chose de dynamique puisque notre passé n'est pas figé, il est en mouvement.
On dit, je ne sais plus, j'ai entendu cette phrase il y a quelque temps, le passé, méfiez-vous de ce que votre passé vous réserve. C'est-à-dire que le passé s'inscrit aussi dans le présent et conditionne notre futur. C'est très joli, ouais, tout à fait. Mais c'est important d'aller visiter ce passé, ses Bien racines, sûr. etc., parce que ce n'est pas figé. Bien C'est le sûr. regard qu'on porte dessus qui finalement va venir structurer une identité qui est toujours en mouvement. Parce que... Tout à fait, tout à fait. Enfin voilà, on le voit bien dans ce qui se passe en France avec la critique du mouvement dit woke, c'est-à-dire qu'on remet en question certaines figures du passé et il se passe la même chose là en Tunisie. Là récemment, une émission de radio discutait d'un des personnages de l'indépendance qui était adulé et on le présentait. Peut-être, j'ai pas suivi l'émission, mais certaines personnes ont dû apporter des éléments qui ont pu changer le point de vue des personnes au sujet de ces personnes du passé qui ont fait notre pays. Donc, non, non, bien sûr, c'est une très jolie phrase et je suis tout à fait d'accord. Alors, les amis, est-ce que vous souhaitez poser une question? Même si vous n'avez pas lu l'ouvrage ou pas encore lu l'ouvrage. Sophia, qui vient d'arriver, enfin qui est arrivée un peu en retard. Est-ce que tu souhaites poser une question, ma chère Sophia? Ah. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser le... Ah, pardon, vas-y. J'ai loupé en fait un moment parce que j'ai eu une coupure de connexion, comme j'ai utilisé mon téléphone. Ouais. Donc, j'ai juste loupé quand vous avez parlé de l'indépendance, ce que vous avez dit, ce que là, j'aurais en fonction de ça, j'ai pas bien entendu en fait. Est-ce que je peux juste vous redemander ce que vous aviez dit par rapport à ça? Alors, j'ai parlé à 2 reprises de l'indépendance. Là, ce que je viens de dire là tout de suite, là? Alors, il faut couper le micro. Ah, j'entends plus. Ça capte. Quand on parlait est-ce que c'est quand on parlait du passé qui varie? Ah oui, oui. Ce que je disais, c'était que là, récemment, en fait, j'approuvais ce que j'étais d'accord avec ce que disait Leïla, c'est-à-dire que on commence aussi à discuter de certaines figures de notre passé, y compris de notre passé récent, c'est-à-dire de l'indépendance, des figures qui ont été adulées et qu'on remet aujourd'hui en avant et dont on décrit la vie et peut-être justement que en parlant, on peut les uns et les autres changer d'opinion sur ces personnes-là. Donc effectivement, ça allait dans le sens où et donc je parlais d'une personne, une des figures de l'indépendance et j'allais dans le sens de oui, le passé aussi peut changer, enfin, il peut aussi nous réserver des surprises. Alors, oui. Alors oui, donc moi, oui, effectivement, le passé, le présent, j'ai du bruit autour de moi, j'espère que ça ne va pas brouiller ce que je dis. Le passé, le présent, mais aussi le présent, parfois, nous fait revenir un petit peu en arrière si on parle notamment de la place de la femme. Alors, j'avais justement une discussion là-dessus avec une amie hier. On parlait de la femme tunisienne et de la femme algérienne. Femme algérienne qui avait quand même acquis, on va dire, pas mal de droits et qui avait beaucoup de liberté, qui était un peu plus émancipée à un moment donné qu'en Tunisie notamment. Et l'histoire a fait que il y a eu un retour en arrière pour l'un et une avancée plus grande pour l'autre. Mais elle me répondait que justement, qu'elle n'était pas tout à fait d'accord, puisque en Tunisie, il y a eu aussi, pareil, ce retour en arrière. C'est les événements du présent, même l'actualité encore, qui peut être encore compliquée, qui font que, en fait, c'est même pas une question de passé ou d'évolution entre avant et aujourd'hui, c'est vraiment les événements, même à travers le monde. Je veux dire, c'est pas que ça concerne pas qu'un pays en lui-même, mais qui font que les femmes, de manière générale, on va dire,
et particulièrement dans les pays musulmans ou du Maghreb, si on parle plutôt de cela. En fait, on voit leur statut, leurs droits en sans cesse perpétuelle évolution, mais pas forcément positive, on va dire. Et aujourd'hui, il y a encore des questionnements là-dessus. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, Simone de Beauvoir, voilà, qui est contestable à plusieurs niveaux, mais qui est quand même un modèle dans la pensée féministe, dit dès qu'il y a un problème économique ou politique, ne vous inquiétez pas. Enfin, en substance, elle le dit, j'ai vraiment pas la mémoire des formules. Ne vous inquiétez pas, on fera appel aux femmes. Donc, effectivement, le monde aujourd'hui est bouleversé, le capitalisme féroce voilà, perturbe et change les repères et les forces également. Et puis il y a un retour du religieux qui fait que de toute façon, s'il y a cette dimension religieuse, les femmes n'échappent pas du tout à la remise en question de leur statut. Mais je voulais juste revenir sur la question des femmes algériennes et des femmes tunisiennes. Moi, je suis de la génération, enfin mes parents ont milité pour l'indépendance de l'Algérie et donc j'ai grandi avec cette idée des femmes algériennes plus engagées, qui ont participé à la guerre d'indépendance, qui ont couru beaucoup de risques, etc. Mais avec le temps et avec voilà, les lectures et le vécu aussi, je me rends compte que finalement, la loi change énormément les choses par rapport même aux actes. C'est-à-dire que le code du statut personnel en Tunisie a donné un statut très, très, très particulier aux femmes. Et d'ailleurs, dans le roman, je pense que Leïla, vous en parlerez tout à l'heure, les femmes ont un rôle très particulier. Après, sur le statut de la femme actuellement, je pense que pour nous, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Je pense que moi, je suis d'un féminisme qui pense que nous ne pourrons jamais accéder à la parité sans nos compagnons masculins. C'est-à-dire que pour moi, le combat est un combat de société avec nos compagnons masculins parce que nous ne sommes pas pour enfin, en tout cas moi, je ne suis pas pour la supériorité des femmes et je pense que je ne pourrais pas vivre sans hommes. Donc, et sans un rapport de force, en fait. L'idée, c'est cette égalité. Et aujourd'hui, ce travail-là est très chahuté, à mon sens, parce que je ne suis pas religieuse, à mon sens, est très chahuté par un retour aux religions. Aïcha, voulais prendre la parole? Oui, bonjour. Bonjour. Pour ma part, je n'ai pas eu encore l'occasion de lire votre ouvrage. Je souhaiterais revenir sur le concept de honte, tout à l'heure que vous avez mis en évidence à travers votre personnage. Pour ma part, j'ai pu lire La honte est un sentiment révolutionnaire de Frédéric Gros, qui nous dit finalement que la honte est un affect de notre temps. Qu'aujourd'hui, en fait, on hurle à la honte pour le citer. Et je souhaiterais savoir de votre côté, à travers votre travail, est-ce que selon vous, la honte prend racine en fait dans cette tendance à se comparer aux autres? Oui, mais pas que. En fait, on va dire que là, ce que j'ai voulu mettre en scène, c'est le rapport dominant-dominé. Et la honte de Inès ou la honte des patients dont je parlais tout à l'heure, c'est de ne pas ressembler aux dominants.
Après, la honte, là je parlais de la honte de l'identité d'origine, pour faire simple, hein, mais on peut avoir honte de tellement d'autres choses. Là, c'est la psychiatre qui vous parle. On peut avoir honte de mal parler, d'avoir des doigts boudinés, euh, je sais pas trop si je réponds à votre question. Je pense que je suis à côté de votre question, hein. Aïcha. En fait, j'entendais cette question dans le sens, pour faire écho à une dernière rencontre qui avait été organisée par Leïla, où il me semblait que c'était une psychologue et une journaliste qui étaient intervenues, notamment sur l'apparition de leur dernier ouvrage, En finir avec la rivalité féminine. Et elle semblait en fait dire que, pour les citer, la comparaison est un poison. Justement dans les relations qu'elle décrit, d'ordre familial, dans la sphère du travail et bien d'autres lieux. Et en fait, je voulais recueillir de votre part un avis par rapport à cette idée que la honte reposerait, justement, prendrait ses racines ou son origine dans cette comparaison aux autres. Oui, bah alors du coup, oui, je vous ai répondu. C'est-à-dire que je pense évidemment, hein, parce que le sentiment de honte, c'est le fait d'avoir la sensation de manquer de quelque chose ou de ne pas être comme ce qui serait idéal. Donc oui, elles ont raison, ça me paraît aller de soi. Mais ce que je voulais mettre en évidence, moi, en revanche, là, dans le livre, il ne s'agit pas de honte entre femmes, de rivalité entre femmes, mais il s'agit de ce que le Sud ressent par rapport au Nord. En l'occurrence, la figure d'Inès veut, pour son intégration, on va dire, ou son assimilation, je ne sais pas, c'est peut-être plus de l'assimilation. Oui, tout à fait. Elle veut effectivement effacer ce qui représente sa tunisianité, c'est-à-dire les cheveux, le corps, ses rondeurs, pour rentrer dans le moule. Donc, elle est passée par différentes étapes, c'est-à-dire qu'elle est passée par le nord-ouest, donc par Béja, dans la Cambrousse, avec un accent, voilà, vers Tunis, qui est la capitale, parce que sa mère nourrissait aussi cette honte de ne pas être de la capitale, puis de la capitale vers Genève. Et donc, il fallait effacer toute cette accumulation de complexes depuis la campagne tunisienne jusqu'à Genève. Et pourtant, et c'est ça la beauté de cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas de rivalité entre les femmes. Au contraire, elle est admirative de ces femmes tunisiennes dans leur intensité, dans leur sensualité, dans leur présence. Et elle s'aperçoit que les femmes sont écoutées, qu'elles ont un pouvoir, qu'elles ont une puissance, qu'elles ont une oration politique extraordinaire. Est-ce que vous souhaiteriez revenir justement sur ça? Parce que je pense que c'est important. Alors moi, je suis assez d'accord avec vous, hein. Mon féminisme est un féminisme pluriel. Je pense que le féminisme n'est pas l'apanage des femmes. Mais je suis pour plus de sororité. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais. Je suis pour donner la parole aux femmes dans leur pluralité, pour porter cette diversité de parcours, mais aussi d'avis. Et donc, le personnage d'Inès, je le trouve intéressant parce qu'au fur et à mesure, en fait, vous dévoilez la complexité de ce que c'est que d'être une femme maghrébine, finalement. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, qui se reconnaît dans l'autre. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que je disais au départ, je tenais à ce que son émancipation s'arrache à force de côtoyer les Tunisiennes, à force de côtoyer la Tunisie, alors qu'elle pensait qu'elle était émancipée en Europe.
L'émancipation n'est pas, à mon avis, n'est pas uniquement l'accès à la fortune, à l'emploi, au salaire, oui, mais il y a une émancipation intérieure aussi qui est fondamentale. Donc, et les femmes, je peux pas tout dire, hein, Leïla, vous êtes d'accord, mais voilà, les femmes dans ce livre, en fait, il y a même parfois des situations inversées où la femme décide d'un destin, mais et c'est en ça que je voulais aussi que j'insistais, enfin que je répondais tout à l'heure sur la différence entre les Algériennes et les Tunisiennes, c'est que je crois qu'il y a ça dans l'esprit des femmes tunisiennes qui est mais vraiment flagrant quand vous discutez avec n'importe quelle, je dirais, femme de n'importe quel statut social, il y a ce truc-là qui est intégré quand même, y compris chez les femmes non instruites, etc. L'intégration de du code du statut personnel, même si elles ne le savent pas comme ça, le statut est différent. Je ne dis pas du tout qu'il n'y ait pas de femmes exploitées, surexploitées, qu'il n'y ait pas de violence à l'encontre des femmes, etc. Ce n'est pas du tout ce que je dis, mais il y a cette base-là depuis de nombreuses années après l'indépendance qu'on sent bien aujourd'hui chez les Tunisiennes et que je ne sens pas chez mes sœurs maghrébines ou du Moyen-Orient. Hein. C'est très clair. Sophia, il faut réactiver ton micro. Oui, alors permettez-moi à nouveau de reprendre la parole pour vous poser une question. Alors moi, je voulais réagir par rapport à ce qui se passe en ce moment avec les ports d'Abeya, les ports de plus en plus ostentatoires, on va dire, de jeunes filles d'origine maghrébine, pour le coup, alors peu importe, hein, tunisienne, algérienne, voire même pas, même européenne. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est ce phénomène justement revendicatif, parfois qui n'a même pas... Moi, je suis enseignante, hein, donc je peux vous dire que j'ai des élèves qui sont... qui n'avaient pas du tout un attrait particulier pour la religion au début de l'année, et d'un coup, voilà, c'est vraiment flagrant le truc. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de revendicatif, d'identificatoire, et en même temps, alors, on a l'impression que justement, elles s'enferment dans quelque chose qui va contre leur liberté, leurs droits, etc. Donc, il faut absolument empêcher ça, etc. Et en même temps, il y a aussi à contre-courant le fait de vouloir empêcher ces jeunes filles de s'exprimer à travers leurs vêtements comme elles le souhaiteraient, d'être quelque part un peu, de castrer un peu cette liberté et de ne pas leur permettre de s'émanciper, de vouloir voilà, légiférer sur tout, et finalement on s'enferme dans un cercle où moi je trouve qu'à un moment donné on n'est plus du tout dans la liberté, quoi. Et c'est pire encore parce que on ouvre on laisse la place justement à des, comment dire, à des discours qui pourraient être vraiment très radicaux et dangereux. Mais parce que nous, on est liberticides aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, je trouve que c'est, enfin, c'est, je sais pas comment vous dire. Moi, je suis contre le port du voile, mais je suis contre l'interdiction du port du voile. Donc, les choses sont très claires. Je pense vraiment que c'est une instrumentalisation, une fois de plus, de l'islam et des musulmans de France, alors qu'il y a des urgences à l'éducation nationale que je connais parfaitement pour les avoir côtoyés de très près et que je connais très bien pour le soigner quasiment tous les jours hein, dans mon cabinet.
C'est les jeunes femmes ou ces hommes qui portent le qamis sont véritablement dans une revendication identitaire qui est malmenée depuis maintenant 40-50 ans. Ils ont trouvé ça pour emmerder le monde. Enfin, qui n'a pas été adolescent dans sa vie qui n'a pas, enfin, il y a les gothiques, voilà, c'est l'équivalent en fait, et tout ça c'est pour, enfin, moi je pense que c'est vraiment, enfin, on parle quoi de 200 personnes quoi sur toute la France, alors que on vient de voir le scandale du harcèlement, il y a, je sais pas, je crois que c'est un médecin du travail, scolaire pour 300 ou 400 élèves en France. Enfin, il y a des Ouais, mais chiffres justement, est-ce qu'on scandaleux. tend pas la main? Est-ce qu'on tend pas la main justement puisque Un repli, ça augmente et on voit qu'il y a de plus en plus de gamines qui ont envie et pour vous dire, on est réactionnaire forcément parce que c'est interdit, on a envie de le faire. Donc, Mais bien est-ce que sûr, justement, on n'est c'est pour pas ça en que je train parle de d'adolescence. voilà, mais on les pousse à travers Oui, nos règles liberticides, on les pousse à y aller et on donne la main à ces discours dangereux qui peuvent, sous couvert religieux, qui peuvent aussi radicaliser nos enfants. Enfin, mais bien sûr, mais les extrémismes de toute façon s'entretiennent. Je veux dire, Darmanin, Attal sont d'une certaine façon extrémistes et ils sont en train de réveiller l'extrémisme des ados. Mais juste pour que vous sachiez à quel point l'humain est complexe, j'ai déjà soigné des personnes entièrement voilées et qui étaient addictes. Donc vraiment, enfin, voilà, il faut aussi que ceux qui font les lois se rapprochent un petit peu du terrain et parlent avec ces jeunes femmes. J'ai vu des femmes voilées qui avaient des amants. Et là, récemment, avec l'histoire de l'abaya, un truc qui m'a fait rire et je me permets d'en sourire parce que la personne elle-même en a souri, c'est une de mes jeunes patientes qui a décidé, donc elle était voilà, dans des interrogations spirituelles, etc. Elle a décidé de porter le voile, donc voilà, elle porte le voile, arrive le débat sur l'abaya, non seulement le voile, mais en plus la longue robe. Et elle s'inscrit sur un site de rencontre et elle me dit qu'elle n'a jamais autant rencontré de mecs que depuis qu'elle porte le voile et l'abaya. Et ça l'éclate, forcément. Avant, c'était une personne normale, juste lambda. Et je peux vous dire, ce ne sont pas que des musulmans qu'elle rencontre. Alors, en abaya, etc., elle sort dans les cafés. Il n'y a pas un seul soir où elle n'a pas un date. Les cafés, ils vont écouter de la musique, ils vont au cinéma. Bon, ils s'attrapent par la main, ils s'embrassent pas parce que elle n'embrassera que son futur mari. Mais enfin, voilà, les choses sont tellement compliquées alors qu'on essaye de les mettre dans des cases. C'est drôle, quoi. Et bon, on en rit toutes les deux parce que c'est une façon de faire un pied de nez à tout un pays qui se soulève contre l'abaya. Elle a des dates en se démarquant lorsque ses copines... je ne suis pas en train de faire l'apologie de se couvrir pour avoir des mecs, mais, mais bon, c'est tellement complexe. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'un jour, on parle pas à leur place, quoi, et qu'on leur dise pourquoi vous faites ça, qu'on leur demande. En fait, tout le monde sait pourquoi elles font ça. Tout le monde sait pourquoi ils se distinguent, parce que jamais on a donné de valeur à ce qui pourrait représenter leurs origines. Et puis comme tout devient religieux, forcément on se replie sur cet aspect-là de sa culture. Non, et puis bon, c'est intéressant de voir qu'encore une fois, celles qui font l'objet de stigmatisation, ce sont les femmes, parce qu'on couvre ce Parce que le corps-là. camis s'est passé... Le camis s'est passé crème, Ah ça, il ouais, n'y a pas de voilà, problème. oui, Ouais. bien sûr. Mais les femmes se débrouillent tellement bien. Après, c'est forcément difficile. C'est au prix de tellement de sacrifices. Mais voilà, je vous parle de cette histoire parce que c'est drôle et parce que je pense que
si elle m'écoutait, elle en rirait aussi parce qu'on en rit vraiment, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et puis, je pense que c'est intéressant. Il y avait un documentaire sur ça, ce que le voile dévoile. Je pense que ce serait intéressant, effectivement, de réaliser voilà, un documentaire sur ces femmes qui utilisent ce voile pour aller vers leur désir, pour aller vers leur liberté. Ça, c'est, je pense, un vrai sujet. Parce qu'on a tendance à polariser et surtout à uniformiser ce rapport qu'on a au voile. Et je pense que ce serait intéressant effectivement de leur donner la parole et de mettre en lumière finalement ce qu'il y a derrière ce voile. Parce qu'il a une signification intime pour chacune et c'est OK. Et c'est OK, Oui, mais parce que c'est ça fait aussi, partie de notre paysage social. Donc, ouais, mais je pense que ça a une signification politique. En fait, mm, moi, je pense que j'ai tendance à penser que tout est politique, mais forcément, ça a une définition politique. C'est pas par hasard que ce ne sont que les musulmans ou ceux qui se convertissent. Alors, vous avez raison, hein, parce qu'en en fait, il y a aussi tellement je dirais, de franco-françaises qui se mettent par solidarité à apporter la baya. Vraiment, ils ont mis un bazar pas possible alors qu'il y a des urgences en fait. mm. Absolument. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous laisse la parole pour clôturer cet échange, ma chère Fatma. Ben, merci beaucoup, Leïla. Je suis très contente d'avoir inauguré cette saison hein, avec l'odeur d'un homme et avec la Tunisie. Mais je ne sais pas si combien de personnes l'ont lu ici. J'espère qu'il vous plaira et j'espère surtout que vous aurez compris que je voudrais décentrer le regard occidental sur ce qu'on appelle l'Orient, même si on est plus à l'Occident que l'Allemagne et l'Italie. Donc sur le Sud, on va dire, et que vous découvrirez une autre façon de nous raconter. Je voudrais avec moi, les autres, Arwa, d'autres, j'aimerais qu'on attende un livre sur le Maghreb avec ses odeurs, ses couleurs, ses anecdotes, etc. Comme on attend un livre sur la Sicile ou sur Naples ou sur Paris ou sur New York. J'aimerais qu'on donne envie, voilà. Et donc, j'espère que ce bouquin vous donnera envie de découvrir l'histoire. Il y a un Algérien d'ailleurs dans l'affaire. Et de voir qu'on peut écrire le Sud autrement qu'en le misérabilisant. Absolument. Merci, merci pour ça. Effectivement, ce livre, donc L'odeur d'un homme, pour moi, hein, c'est l'histoire d'une résonance. C'est la résonance d'une femme à son histoire intime et à l'histoire d'un grand pays qui nous a montré qu'il avait des racines extrêmement profondes pour vivre et survivre à cette révolution qui est née du peuple. Donc, c'est un voyage intime et c'est le voyage vers un grand pays qui a libéré beaucoup de choses, mais surtout qui a libéré le regard qu'on pouvait porter sur le monde arabe en général et sur le Maghreb en particulier. Donc, je vous remercie, Fatma, pour ce bel ouvrage. Je vous encourage, mesdames, messieurs, à l'offrir et à le lire. Vous ne serez pas déçus. Moi, il m'a vraiment profondément touchée. Il y avait des ingrédients dedans qui m'ont fait voyager et qui m'ont amené à m'interroger. Donc, j'ai pris mon temps pour le lire et je l'ai trouvé vraiment très… Il n'est pas très épais, mais il est très intense. Donc, bravo, Fatma, pour ce deuxième roman. Merci beaucoup. Merci, Leïla. J'aimerais remercier toutes les personnes qui adhèrent à Femmes et Diversité, parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à poursuivre notre travail, notamment ce book club. Arwa, merci. JN et Anna pour avoir adhéré et avoir renouvelé votre adhésion. Pour ma part, je vous donne rendez-vous avec Sophie Znaidi qui va venir nous parler des Messagers du ciel. C'est un récit autobiographique, c'est son premier ouvrage, le 29 octobre à 14h.
Et je vais offrir le livre de Fatma Bouvet de la Maisonneuve en tirant au sort un de nos membres. Et il s'agit de Arwa. Ah, mais Tu l'as déjà? Tu l'as déjà? Je l'ai déjà en plus dédicacé par Fatma. Ah bon, alors écoute, je marrant, hein. remets dedans. Alors, Samira El-Ayachi, qui est une autre écrivaine maghrébine, qui est aussi membre de Femmes et Diversité. Donc, Samira, ce livre est pour toi. Je te l'enverrai à l'occasion. Il faut qu'on échange de toute façon. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous le 29 octobre à 14h sur Zoom et Facebook Live. Et encore merci, Fatma, pour ce très bel ouvrage. Merci beaucoup, Leïla. Merci. Bonne fin de week-end à tous. Merci. À vous aussi. Au revoir.